Les gens résilients, c'est comme des élastiques. Ils sont capables de s'étirer sans se casser. La résilience, c'est comme si la persévérance avait rencontré la flexibilité, puis qu'ensemble, elles avaient fait un bébé. C'est une qualité que je trouve magnifique et très précieuse. Mais pour réussir à la développer, il faut, plus souvent qu'autrement, passer par une étape difficile, celle de la cassure. C'est paradoxal, on dirait. Il faut accepter d'être cassé pour apprendre à ne plus casser. Connaissez-vous le kintsugi? C'est un art traditionnel japonais qui consiste à réparer des objets brisés avec des feuilles d'or, comme pour accentuer les cicatrices de l'objet. Plutôt que de les masquer, on les met en valeur pour se souvenir de ce qui a traversé. La métaphore est tellement belle, je trouve. Ce que le kintsugi nous dit, c'est que l'objet gagne en valeur et en beauté grâce à ses blessures. Mais évidemment, il faut prendre le temps de les réparer, ces blessures-là. C'est là tout l'art de la résilience. Mais là, pas besoin d'aller casser une tasse dans votre cuisine. Pour en apprendre plus sur la résilience, vous pouvez tout simplement rester assis et venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. J'ai été abandonnée à la naissance. Dans le fond, j'ai jamais connu ma mère biologique, ni de nom, ni de personne. J'ai été recueillie, moi j'appelle par ma famille que je considère être ma famille adoptive, chez laquelle j'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence, ma vie adulte. Et j'ai toujours su que j'étais adoptée. J'ai toujours su que c'était pas mes parents biologiques. Ils m'ont très bien élevée, m'ont très bien traitée, m'ont payé mes études, m'ont donné toutes les chances de pouvoir bien réussir dans ma vie. C'est sûr qu'à l'adolescence, t'es plus à un moment donné en quête d'identité et tout ça, avec les tests d'ADN, entre autres, de peut-être pouvoir trouver quelqu'un. Fait que moi, quand j'ai fait le test, peut-être 3 mois plus tard, je reçois un message comme quoi que j'ai une correspondance avec une Nancy Dubé. Mon conjoint trouve qu'elle me ressemble. Il dit, ben, tu as des airs, là, tu sais. Fait que par la suite, c'est indiqué qu'il y a 100% d'ADN correspondant. Puis que les probabilités, c'est que c'est soit ta tante, soit ta grand-mère, ce qui serait surprenant, hein, étant donné notre âge, ou encore demi-frère, demi-sœur. Fait que moi, j'allume, j'ai dit, ben mon Dieu, c'est peut-être ma demi-sœur. Alors, je lui envoie un courriel et au début, je l'avouvoie, hein, je fais ça très poli. Là, je lui dis, bien, je vois qu'on a une correspondance d'ADN, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Nancy Dubé. Et moi, Nancy Fournier. Et nous sommes 2 sœurs qui se sont retrouvées. Moi, j'ai grandi dans le petit village de Saint-Damas-des-Aunais, dans la MRC de Lillet, donc la MRC juste à côté du Kamouraska. Mais moi, j'ai été adoptée par mes grands-parents paternels, donc les parents de mon père. Moi, je savais c'était qui ma mère, moi, je savais où ce qu'elle avait vécu, j'avais des photos, ma famille m'en parlait, alors que ma sœur avait rien de ça. Fait que je pense que quand elle m'a connue, ça a dû être quelque chose de tout avaler, cette information-là, en peu de temps, tu sais. Alors que moi, j'ai gobé ça tranquillement dans ma vie. Fait que ça a été tout un changement, tout un choc. Je sais pas si les gens se souviennent, mais dans les années 70, Nancy Greene était une championne de ski alpin aux Jeux olympiques. Beaucoup de jeunes filles de notre âge, des années 70, ont eu le nom de Nancy à cause de cette championne olympique-là. Bien, moi, c'est ma première famille qui m'a accueillie, qui m'a fait baptiser au nom de Nancy. Et ma sœur, bien, c'est notre mère biologique qui l'a appelée de la même façon. Oui, parce qu'elle a resté 1 an quand même avec moi et mon père biologique. Fait qu'elle a pu me donner un prénom. Ça rajoute un peu à la complexité de notre histoire parce que, comme on dit, quand on voit Nancy Dubé, Nancy Fournier, puis que là, on dit, bien là, c'est ma sœur. Hey, c'est ma sœur! Et alors, comment ça que c'est ta sœur, puis vous appelez pareil, là? Ouais. C'est un peu ça. C'est bizarre.
Notre rencontre, ça s'est passé dans la région à Métis. J'étais super nerveuse au début. Tu sais, même, je me traînais dans l'auto, j'avais le bras avanché de même pour pas avoir chaud. Je vais suer, je vais avoir chaud, ça. Puis là, j'avais acheté des fleurs. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, ça va être émotif. Est-ce que je vais pleurer? Tu sais, on se demande comment on va réagir face à ce moment-là, parce que c'est quand même un moment d'émotion, là, quand t'as... Tu sais, moi, c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui me ressemblait, là, que j'ai quelqu'un de mon sang, à part ma fille, bien entendu, mais tu sais, c'est pas la même chose, c'est pas la même relation. Fait que là, c'est vraiment de dire, hey, mon Dieu, là, je m'en vais rencontrer quelqu'un que je connais pas. On s'est prises dans les bras l'une de l'autre, puis on s'est collés, puis ça a été le bonheur, là. Tu sais, il n'y a pas eu de larmes. On n'a pas pleuré, hein? Ben non. Non, c'est ça. On n'a pas pleuré. Moi, je me sentais cheap, parce que j'avais pas de fleurs, moi, par exemple. Oui, ben c'est mais ça. elle avait pensé à tout ça. J'étais comme, oh boy. On a des lettres de notre mère écrites et manuscrites à la main, évidemment. Tu sais, elle n'a pas eu beaucoup d'amour, elle non plus, en grandissant, parce qu'elle aussi a été adoptée. Fait que c'est pour ça que la recherche n'est pas facile, parce que notre mère biologique a aussi été adoptée. Donc, quand tu as manqué d'amour, quand tu es jeune, ben tu peux pas en donner aux autres. Tu sais, tu peux pas en donner à tes enfants. À un moment donné, on était justement chez ma sœur, on jasait, puis sa tante Gaétane était présente aussi. Puis calmement, elle nous dit qu'est-ce que ça vous ferait si vous appreniez qu'elle était morte? Aimeriez-vous le savoir? Aimeriez-vous le savoir? Si elle est en vie ou si elle est morte. Ouais. Fait que là, on s'est regardé, puis on a dit, ben oui, on veut le savoir. Fait que là, elle nous a dit, elle est morte dans les années 90. Et comment elle l'a trouvé, c'est vraiment, ma tante m'a surpris. Je pensais pas que j'avais des détectives dans ma famille du B. Mais elle a dit, une femme. Sa réflexion, c'était une femme qui s'est pas occupée de ses enfants. Il n'y a pas grand monde qui va s'occuper d'elle à la fin. Donc, elle a dit, je vais appeler au corps non réclamé à Québec. Et le nom d'Irène Leclerc était là. Elle avait 61 ans. Elle est décédée d'un accident cardio-respiratoire. Mes tantes me le disent souvent, mon Dieu, toutes les deux, malgré l'aventure ou la mésaventure, vous êtes des filles quand même assez équilibrées. Pas assez, mais équilibrées. On s'en est bien sortis parce qu'il y en a qui s'en sortent mal de l'abandon. Hein. L'abandon, c'est une grosse blessure, puis des fois, il y a des gens qui s'en sortent jamais de ça. On est quand même à la base 2 jeunes filles, 2 petits bébés qui ont été abandonnés. On s'en est sortis, mais j'oublierai jamais que ça arrive encore aujourd'hui. On a la résilience déjà dans l'ADN, je dirais. Ça, je pense que c'est un beau côté de notre histoire aussi. C'est tout un choc parce que moi, je m'attendais pas à ça en faisant le test d'ADN. Tu sais, on entend des trucs là, que des gens se retrouvent, puis là, les personnes veulent t'emprunter de l'argent, puis c'est pas du bon monde, puis là, c'est la catastrophe, puis mais nous autres, ça n'a pas été ça du tout, du tout. Je suis contente d'avoir rencontré ma sœur parce que moi, ça a expliqué beaucoup de choses. Ça a permis de savoir d'où je venais, puis ça a donné une belle relation par la suite. Mon ami qui est à côté de moi a écrit une pièce de théâtre qui raconte l'histoire du fondateur de la paroisse, en réalité, qui est allé acheter un terrain à Compton. Léger Loubier, il y avait plusieurs garçons. Il s'est informé, puis il y avait un domaine à Compton qui était à vendre. De quoi d'assez grand, c'était 1000 acres. Et je vais aller installer mes garçons là-bas. M. Loubier, en question, ne savait ni lire ni écrire, mais il savait compter. Et puis, il y avait l'argent. Puis quand il est venu le temps de payer le montant qui était, pour l'époque, assez élevé, il a sorti une veste de cochon qui lui servait de bourse. Puis il y avait l'argent comptant. Il a mis ça sur la table, puis il a payé avec ça. Il y avait 17 000 piastres en argent dans son bas. Et puis, il a allongé ça sur la table devant le notaire. Ça a été une surprise générale. Mon nom est Claude Fournier. J'ai 82 ans. Je suis membre de la Société historique et ça, j'en suis bien fier depuis 1996. Je m'appelle Daniel Proulx. Je suis membre fondateur de la Société historique de Saint-Benoît.
Cette Hermance était assez délurée. Quand il y avait de la lutte au lac Poulain, les lutteurs se changeaient en dessous de l'arène. Elle s'était trouvé un trou entre 2 planches, puis elle allait voir les lutteurs. C'était quelque chose, cette Hermance-là. Je suis natif de Saint-Cyprien de Bellechasse. J'ai fait Montréal pour mes études. Après Montréal, je suis revenu enseigner en Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce. Puis après ça, je suis devenu professeur, directeur d'école, puis membre de la Société historique. On a commencé à ramasser des objets, on a acheté des livres, on a reçu. On est allé à ce moment-là dans un presbytère. C'était pas énorme, mais on avait de la place pour serrer nos objets. Il y avait ces photos-là de mariage, puis il y avait d'autres photos de famille, des vieilles photos sur tôle, des vieux journaux qui parlaient de Saint-Benoît. Sur cette photo, on voit 2 jumelles qui sont pas nées la même année. Une est née à minuit moins 10 d'une année et l'autre est née à minuit et 10 le lendemain. La grosse anecdote de la Société historique, c'est que il y a des jeunes qui sont entrés dans la bâtisse, puis ils ont mis le feu. Ils ont volé, surtout du côté du presbytère, puis ils ont mis le feu, puis finalement, tout a brûlé. Alors, tout ce qu'on avait ramassé depuis une vingtaine d'années, ça a été réduit ensemble. Finalement, on a trouvé des coupables. Ils sont en prison. Maintenant, ils n'ont pas pu les accuser du feu. Ils ont accusé du vol qu'ils avaient commis. La perte, c'est pas les caméras, c'est pas les enregistreuses, c'est ces souvenirs-là qui ont passé au feu. Parce qu'il y avait de l'ouvrage de fait là-dedans, beaucoup. Des albums complets qui ont passé au feu. On s'est réunis, évidemment, là, pas longtemps après, et puis on a décidé de se retrousser les manches puis de repartir. Entre-temps, la municipalité a acheté l'édifice qui appartenait à la Caisse populaire. Puis ils nous ont offert le sous-sol. Depuis ce temps-là, on fonce. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous ont donné du matériel. Il arrive quelqu'un d'un coup, puis il nous arrivait des boîtes complètes, là, tu sais. Il était sympathique à notre cause. Claude, tu passeras à la maison, j'aurais quelque chose pour toi, je sais pas si ça t'intéresse. J'ai ramassé des poupées, une petite poule qui dandine en se promenant sur le sol, des petites quilles, des choses comme ça, mais un à un. C'était surtout la visite que je faisais à ces gens-là. J'y allais pour 10 minutes, puis j'y passais des fois 2-3 heures à jaser. C'est des souvenirs, hein? Puis souvent, quand des personnes meurent, ben ça s'en va dans la poubelle parce que les jeunes ne connaissent pas la valeur de ces choses-là. Des photos, des contrats, des bulletins scolaires. Nous autres, ça nous aide à illustrer puis à refaire l'histoire. L'éducation à l'histoire, c'est de longue haleine. C'est à force d'en entendre parler que finalement, il y a quelqu'un qui allume quelque part. Puis hop, ça fait penser à un autre. Juste ça, ça nous encourageait à continuer. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Dans la vie, il faut être patient, mais on réussit toujours à vaincre quand on est patient. Toi qui sous le papier te caches, approche. Quel est ton nom? Ah, au bon endroit je suis. Je n'ai pas dans un tunnel travé tout ce siècle pour rien. Moi, je ne comprenais pas pourquoi j'étais assise dans la salle. Petite, là, je comprenais pas. Puis je cherchais toujours par où passer pour se retrouver sur scène. Et ça, là, je pouvais passer la soirée à regarder par où. Je regardais pas vraiment ce qui se passait sur scène, c'était comment y avoir accès. Puis j'expliquais à ma mère. Ma mère était là, non, tais-toi. Elle me calmait un peu parce qu'on était pendant un spectacle. Et cette énergie-là, elle revient à chaque fois que j'arrive dans une salle de spectacle où je suis pas sur scène, là, ça fait comme, oh. Là, je me dis, calme-toi, Josée, t'es pas toujours obligée d'être sur la scène, là.
à l'époque, on n'était pas très supportés. Être comédienne, c'était pas loin d'être prostituée. Il y avait cette lecture-là. Ça commençait à changer, mais c'était un peu une femme de mœurs légères. Alors, mes parents ne m'encourageaient pas vraiment à ce que... Mon père voulait que je sois avocate. Mais finalement, l'art oratoire a repris dessus et je suis arrivée sur la scène et là, c'était... j'étais à l'épreuve de tout, là. Puis mes professeurs disaient que j'étais à haut taux de risque. Ça, je trouve ça drôle. Parce que, justement, c'était la scène depuis que je suis toute petite, puis là, j'y étais enfin. Et on n'allait pas me déloger. Nous sommes ici sur la Côte-Nord. Je suis venue au monde au Saguenay, mais j'ai grandi au Lac-Saint-Jean. Je suis arrivée définitivement le 1er octobre 1994, ici à Bécomo. Je suis Josée Girard et je suis artiste de la scène depuis au-delà de 40 ans. J'aime que ma maison ait l'air d'une maison d'artiste. C'est le lieu où je me retrouve, c'est le lieu où je suis ressourcée, qui m'enracine aussi. À un moment donné, j'allais me refermer. J'avais une grosse blessure artistique, puis je me disais, j'ai plus le goût de jouer. Puis quel endroit qui me réconforte? Donc c'est la mer, c'est le fleuve. Puis après ça, je suis revenue sur scène parce que ça va de soi. Je pense que je suis venue au monde pour ça, là. Puis ici, ça permet justement de me retrouver puis de prendre soin de mon mode de vie. Je suis née jumelle. Et lorsqu'on est jumelle, on est en représentation dès la naissance parce que c'est un phénomène rare. À l'époque, ma sœur et moi, on est nés en 1960. Alors, on était déjà quelque chose d'intriguant, je dirais. Et ça s'est traduit, je l'ai vu dans le regard de mes frères, où on a une situation particulière, ma sœur et moi, parce que on est nés ensemble. On se ressemble pas physiquement. Quand j'ai les cheveux courts, elle a eu les cheveux longs. Quand j'avais les cheveux longs, elle avait les cheveux courts. Puis, sa passion, c'était les chevaux. Alors, elle est décédée, ça va faire 3 ans bientôt. Puis, c'est ça, sa passion à elle, c'était vraiment... Autant la mienne était présente, omniprésente dans ma vie, autant pour elle, c'était ça, c'était les chevaux au majuscule. Et ici, c'est André. Et donc, moi, je suis là, je suis ici. On a à peu près 4 ou 5 ans, je dirais. Je sais pas, à chaque fois que je la vois, ça me touche beaucoup. Puis c'est la photo qui a amorcé toute ma démarche parce que, comme je disais tout à l'heure, ma première scène, ben, c'est nous deux. Ce que je voudrais avoir sur ma pierre tombale, c'est Sigy, André et Josée. C'est qu'on est commencé en cellule, une petite cellule de rien du tout ensemble, puis qu'on va retourner en poussière ensemble. Je pense que le théâtre est propice à ça. On est en adaptation constante. J'ai eu affaire avec le milieu de la musique classique, là. C'est des règles très strictes et tout. Puis là, je me disais, mon Dieu qu'on est flexible, nous, en théâtre. Alors, je pense que j'ai la personnalité parfaite pour ma discipline. Je trouve toujours une solution. Et aussi, on se trouve être dans les torrents. La résilience aussi, c'est d'être dans les torrents. Et quand c'est trop calme plat, c'est ennuyant.